Un homme comme lui, c'est unique, c'est un titre de livre. C'est un homme qui est un descendant de famille d'esclaves, qui a milité auprès de Martin Luther King contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et dans son plus récent ouvrage, Grégory Charles raconte la vie extraordinaire, fascinante de son père. Quel parcours, hein, de Trinidad aux États-Unis, à Montréal, un homme amoureux, libre, serein, rempli de foi, très religieux d'ailleurs. Et à travers ce récit, Grégory Charles tient également à transmettre l'héritage de ses parents et de ses ancêtres à sa fille Julia, qui a 11 ans seulement. Il avait fait un premier livre d'ailleurs pour sa maman. Grégory Charles, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la librairie de 2460. Écoutez, je vais vous rappeler un petit souvenir quand je vous ai reçu pour le livre à votre mère. On écoute ça. C'est ça le but. C'est pour ça que j'ai choisi de publier ce qui aurait pu être une lettre personnelle à ma fille. Ma fille qui va un jour être une adolescente, qui va un jour être une jeune femme, qui va un jour être une mère. Elle méritait que je lui fasse le portrait d'une femme de son temps, qui est née dans les années 30, qui a vécu une période plus religieuse et qui s'est donné comme objectif que son enfant ne soit pas limité par ce qu'elle avait été. C'est pour ça que je ne peux pas attendre 25 ans pour dire à ma fille ce que ma mère a été. C'est maintenant qu'elle doit le savoir. C'était la femme de votre vie. C'était il y a 10 ans. On n'a pas beaucoup changé, Grégory. Oh! Mais là, vous écrivez Un homme comme lui parce que c'est une ode à l'amour et à la liberté, ce livre que vous offrez à votre fille. C'est l'histoire de votre père. Oui. J'avoue cependant que si le premier livre était vraiment écrit comme une lettre personnelle qui, éventuellement, on a choisi de la publier, cette fois-ci, j'espérais que mes concitoyens allaient peut-être s'intéresser à cette histoire-là aussi. Mais dans le cas de ce que je veux que ma fille saisisse, c'est dommage. J'espérais tant que mon père puisse partager ça directement avec elle. Mon père n'était pas très, très bavard. C'était quelqu'un de très taciturne. Là où ma mère prenait énormément de place, mon père était toujours en écoute. C'était un empathe, quelque part. Mais je suis conscient que pour nous, comme tous les êtres humains, mais particulièrement pour nos enfants, leur donner du contexte sur la vie de ceux qui sont passés avant, sachant qu'ils sont debout sur nos épaules. Moi, je suis debout sur les épaules de mes parents et eux sur les épaules des leurs, et ma fille aussi. C'est important de comprendre ça. Et mon père est un peu comme Forrest Gump. C'est une histoire incroyable. Il naît donc première génération de gens libres. Mon grand-père est né sur une plantation. Il est le seul de sa famille. Gens libres, noirs à Trinidad. Exact, à Trinité et Tobago. Mon père donne l'impression rapidement à sa famille qu'il va être un garçon studieux. Il est studieux, effectivement. Il fait partie d'un tout petit groupe de gens qui ont participé à la rédaction de la première constitution de leur pays. Il s'en va étudier aux États-Unis. Ce n'est pas prévu, mais il croise Martin Luther King sur le campus. Et il devient un militant comme d'autres pendant 4 ans, qu'il marche à travers les États-Unis en luttant. Il est déjà un vétéran de la lutte parce qu'il a vécu avec l'indépendance de son pays. Il vient livrer un discours de Martin Luther King à Montréal pour une conférence sur les droits civils. Rencontre ma mère au Copacabana, au coin de Sainte-Catherine et Pire. Une femme blanche, petite en plus de ça. Et il a rencontré son Waterloo à ce moment-là. Il a frappé son Waterloo. Et mes parents, 2 personnes qui ont tellement de points qui ne sont pas communs, mais qui en avaient des plus importants qui étaient communs. Alors, on va revenir un petit peu en arrière dans le temps parce que l'engagement de votre père à la défense des droits civils, vous avez dit il a rédigé, il contribue à la rédaction de la Constitution en Trinidad. Il était épris de liberté. Ça, c'était important. Je pense qu'il était épris de ses propres parents. Et c'est là où je rejoins mon père. Il était épris du fardeau, du joug qu'avaient vécu ses parents et ses grands-parents. Et donc, se sentait en mission, se sentait responsable d'aboutir avec plus de liberté, mais pas n'importe quelle liberté, une liberté responsable pour sa génération et les générations qui allaient suivre. Et dans la paix. Alors, on a un petit extrait pour vous de I Have a Dream, le fameux discours. Ouais. On l'écoute. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream
L'émotion que vous avez à le revoir et le chemin parcouru depuis ça. C'est ça. Moi, ça m'émeut parce que quand j'étais petit, mon père me racontait ce discours-là. Il y était. Il était là. Il est au-dessus de l'épaule gauche de Martin Luther King, donc sur le côté droit, derrière, portant comme un paquet de gens de cette époque-là, la cravate, le veston. D'ailleurs, mon père a gardé cette habitude-là. Il allait au Steinberg avec son complet. Alors, c'était à ce point-là. Mais mon père, quand j'étais petit, me racontait à quel point ce bout-là du discours, il n'est pas prévu. Le bout prévu, il avait été écrit par un camarade de mon père qui s'appelle Clarence Jones. Et il y avait Mahalia Jackson qui n'arrêtait pas de dire... Elle était de l'autre côté, au-dessus de son épaule droite, et elle n'arrêtait pas de dire « Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream. » Et alors, on le voit, là, que subitement, il l'improvise. Il ne livre pas un discours de la tête, il livre un discours du cœur, et ça devient un des discours les plus importants du 20e siècle, peut-être un des discours les plus importants au monde. de toute l'histoire. Oui, de toute l'histoire américaine. Et en lien avec ce discours, il y a une chanson, parce que la musique dans la vie de la famille de votre père, c'est très important. On va écouter un extrait d'une chanson, I Am a Slave. I'm a slave. Ah oui, c'est bon. From a land so far, I was caught and I was brought here from Africa. I'm a slave. Vous pouvez me la chanter? From a land so far, I was caught and I was brought here from Africa. It was licks like fire from the white slave master. Every day, me down on me knees. And it took weeks and weeks until we watched the seas and reach out the West Indies. And then he made me work. Yes, I work. Oh, Lord, no pay. And then I toiled so hard each day. I'm crying, whoa, I'm dying, oh. Incroyable. Le drôle de tout ça, c'est que quand j'étais petit, mon père chantait ça constamment, dans toutes les fêtes. Un jour, j'ai la chance de parler avec Harry Belafonte, Wow. qu'on a perdu il n'y a pas si longtemps. Et alors là, pour moi, mon père me racontait ce qu'il avait vécu, et je le croyais. Mais quand il y a ces personnages que tu rencontres qui disent « Est-ce que ton père chante encore I'm a Slave? » Parce que à chaque rallye, à chaque rencontre, on lui demandait, on lui disait... Et Harry Belafonte lui-même disait « Je la connais, la chanson. » Demandez à Lennox de chanter cette chanson. L'importance de la musique, pas ça, on connaît l'importance de la musique pour vous, mais pour votre père, vos oncles et tous ceux qui se sont battus pour les droits civiques, ça accompagnait la musique? C'est d'où la musique. L'enjeu peut être capital. Il peut être extrême. Il peut être un enjeu de vie ou de mort. Mais livré sur la musique, il est subitement moins violent, plus émotif, plus engageant. Je pense que les gens savent que la meilleure façon de faire changer l'idée, de faire changer une trajectoire à quelqu'un, c'est pas par l'argumentaire. C'est vraiment par les émotions. Et la musique ajoute ça à un argumentaire. Mais votre père, donc, venu de Trinidad, passant par les États-Unis, Montréal, adopte non seulement les chansons de Gilles Vigneault, les autres, d'ailleurs, chaque chapitre porte un type de chanson de Gilles Vigneault. Ouais. C'est très important, mais adopte aussi cette idée de liberté. Moi, j'ai découvert ça. Il a milité pour l'indépendance du Québec. C'était dans la continuité de ce qu'il avait vécu à Trinidad? Alors là, parce que vous, on ne vous identifie pas du tout à la politique. Non, ça m'intéresse beaucoup, mais on ne m'identifie pas à la politique. Non. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu où mon père, mais ses amis immigrants qui venaient du Portugal, qui venaient de la Grèce, qui venaient de l'Afrique du Nord, qui venaient de pays qui nouvellement devenus indépendants, je trouve que c'est important que les Canadiens français, les Québécois comprennent quand ils sont arrivés ici dans les années 60, ils ne sont pas arrivés à brousse-poil avec l'idée d'émancipation des Québécois et des Canadiens. Au contraire, ils sont arrivés ici et ils se disent « Attends une minute, il y a peut-être la possibilité, nous, qui avons participé à l'émancipation de nos propres pays, il y a peut-être la possibilité de créer une république moderne à notre image, notre image, je veux dire, à l'image de tous. » Alors, il était très, très engagé. Un passage que j'ai découvert qui est très important. Votre père a travaillé à l'hôpital juif de Montréal. Oui. Vous êtes allé à l'âge de 9 ans dans un kibbutz. Vous avez peut-être voulu porter l'étoile. Vous l'avez?
toujours. Ah oui, juive, oui. Mon père m'a dit, cette année-là, lorsque je lui ai demandé innocemment, je dis, tous mes copains ils portent l'étoile de David, et j'ai dit, moi, je pense que j'aimerais porter l'étoile de David aussi. Alors, mon père, il aurait pu me dire, écoute, ça n'a pas rapport avec toi, nous, on est des chrétiens, etc. Mon père a dit, si c'est important pour toi, j'espère que tu comprends que ça va t'apporter du beau et ça va aussi t'apporter du trouble. Mais... Comme votre peau noire. Totalement. C'est ce que vous dites. Mais comme tu ne peux pas te débarrasser de ta peau, tu ne devrais jamais non plus la retirer parce que ça va t'attirer des ennuis. J'ai promis donc, à ce moment-là, je tiens promesse. Vous la portez. Vous la portez. Vous dites aussi à la fin du livre qu'il est important que votre fille connaisse la souffrance de ceux qui l'ont précédée et aussi l'amour qui a uni vos grands-parents et tout ça. Mais à la lumière des événements actuellement. Bien, c'est encore plus important, Marie. Ouais. C'est encore plus important parce que souvent, quand on recule, c'est parce qu'on n'est pas au courant de l'ampleur du combat qui a mené à des progrès. Quand on régresse, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça a pris pour se rendre là. Comment vous réagissez à ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Hamas? La demande de... Bon, évidemment, si mon père était vivant, il dirait que la violence ne fait qu'entraîner d'autres violences et ce cycle-là, il est éternel. Mon père aurait l'air d'un chrétien fou, là, mais dans le fond, on ne peut pas progresser à moins que d'aimer son ennemi, d'aimer la personne qui nous a fait de violence. Et d'ailleurs, ce qu'on doit reprocher à ceux qui nous brutalisent, c'est qu'ils nous empêchent d'aimer. C'est pas la brutalité elle-même, c'est qu'ils nous empêchent d'aimer. Il aurait été, comme toujours, un pacifique. Oui. Comment vous faites pour d'abord avoir toute cette mémoire? Là, c'est un livre, un disque, un spectacle, ça n'arrête pas. J'arrêterai plus tard, à la fin. Et Julia, comment a-t-elle reçu ça? Il reste quelques secondes. Elle a trouvé le début difficile à lire parce que... Sur l'esclavage. Non, le début sur mon père, l'accident, tout ça. Ben, parce que vous l'avez réveillé pour l'amener à l'Oratoire Saint-Joseph, puis il est revenu. Ouais. Puis, alors, ma fille a trouvé le début difficile parce qu'elle l'a connu, ce début-là. Mais le reste, je pense que ça l'encourage. En tout cas, ça va avoir une mémoire très, très riche. C'est un bel exemple, donc, pour tous ceux qui veulent rappeler à leurs enfants d'où ils viennent, qui les a... Et les propulser vers l'avant, parce que, comme on le sait, quand on sait d'où on vient. Un homme comme lui, Grégory Charles. Charles, merci beaucoup aux éditions La Presse. Merci, Anne-Marie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.